Il sort de 17 ans de prison, il n'a pas envie d'y retourner. Il va falloir que quelqu'un intervienne, mais en fait c'est nous qui allons intervenir. On n'est jamais prêt, mais faut assurer. Police, le podcast, revient pour une deuxième saison. On les a aidés à être reconnus en tant que victimes, et ça c'est super important. Je me suis dit, c'est pour ça que je suis devenue policière. Des flics vous racontent leurs histoires marquantes. Des années après, je me souviens de tout. Des lieux, des odeurs, des visages. Des affaires dont ils gardent en mémoire les moindres détails. Dans la vie d'un policier, il y a beaucoup de travail, mais il y a un peu de chance aussi quand même. Police, le podcast. À l'occasion des 50 ans de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, nous rencontrons des hommes et des femmes qui enquêtent sur le patrimoine. Stéphane est major de gendarmerie et chef de groupe à l'OCBC. Avant d'arriver dans cet office en 2015, il était enquêteur dans une unité de recherche de la gendarmerie nationale. En fait, je postule à l'OCBC parce que ça fait 13 ans à l'époque que je suis dans ce service, dans cette unité de recherche. Je me suis bien confronté à la criminalité organisée et je sais que les offices centraux traitent le haut du spectre de cette criminalité organisée. J'ai intégré le service en 2015 et à cette époque, il y a plusieurs choses que j'ai en tête, et notamment le fait que depuis quelques années, les médias évoquent régulièrement les nombreux pillages archéologiques qui sont commis dans la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, parce que ce sont des pays qui sont en situation de conflit, qu'on y trouve également des groupes terroristes, et les liens entre ces pillages et ces groupes terroristes sont régulièrement évoqués par la presse. Moi j'ai bien en tête tout un tas d'événements qui se sont produits au Moyen-Orient, la destruction en Afghanistan des Bouddhas de Bamiyan, le saccage du musée de Kaboul. On a énormément d'exactions qui sont commises, on a un marché de l'art qui est assez dynamique. J'imagine qu'il y a énormément de travail à faire sur cette thématique où la criminalité organisée y est forcément associée. Au début des années 2000, le riche patrimoine archéologique afghan est en effet pillé et proposé aux marchands d'art aux quatre coins du monde. En fait, on a un flux constant, mais pas forcément très élevé, d'objets qui arrivent sur le marché. Les trafiquants sont assez intelligents pour ne pas mettre en masse des objets qui proviennent de ces territoires en conflit, dans lesquels sont commis des pillages, parfois de manière quasi industrielle, notamment dans les zones qui sont sous la domination des groupes terroristes. Il faut observer un peu le marché, mais c'est très difficile. On ne peut pas faire de la veille, donc il faut être à l'affût, mais continuer par la même occasion à traiter les dossiers qui nous sont attribués en tant qu'enquêteurs. On a des infractions qui sont commises parfois plusieurs années auparavant dans des pays loin de la France, avec très souvent également d'autres infractions qui sont commises dans des pays de transit. La marchandise qui est pillée dans un pays du Moyen-Orient, elle arrive rarement directement sur le territoire français. Elle est passée par tout un tas d'endroits. Elle a été transportée, donc ça veut dire qu'il y a des moyens logistiques. Il y a des faux documents qui ont été créés pour leur donner une légitimité, pour essayer de les blanchir sur le marché de l'art. Et donc tout ça nous oppose beaucoup de contraintes. On est régulièrement amené à rencontrer les diplomates. Donc on a, nous en France, la chance d'avoir un réseau d'attachés de sécurité intérieure qui est déployé dans énormément de pays, qui sont nos points de contact privilégiés dans les pays où on est amené à nous déplacer pour mener ces enquêtes qui sont longues et complexes. C'est un dossier qui est un dossier d'initiative, c'est-à-dire qu'il fait suite à des informations que nous avons reçues en 2015. Ce sont les collègues bulgares qui nous transmettent ces informations avec en appui l'attaché de sécurité intérieure français en poste à Sofia, et qui ont permis en janvier 2016 d'ouvrir une enquête, ce qu'on appelle une enquête préliminaire, auprès du parquet de Paris. Dès le début, on avait des éléments qui nous indiquaient qu'on était face à un groupe criminel très, très bien structuré, qui opérait depuis le territoire bulgare, qui écoulait des antiquités et des pièces de monnaie antiques provenant du territoire bulgare, mais aussi de la zone du Levant, donc Syrie, Irak. On s'attaque à cette affaire. On a une cible principale qui fait des voyages réguliers entre la Bulgarie et la France, qui traverse toute l'Europe par voie routière, qui transporte de la marchandise, qui arrive en France et qui prend contact avec des individus qu'on va identifier.
On marche en pleine coopération avec nos homologues bulgares. Ils ont accès à certaines informations qu'ils nous communiquent, qui nous permettent de mettre en place des dispositifs en France, de poursuivre nos investigations. Le but étant d'identifier tous les acteurs de ce trafic, de définir leur degré d'implication, dans le but également de saisir la marchandise qui a été introduite illégalement sur le territoire français, qui représente une valeur marchande certaine. Ces objets, ce sont des objets qui sont issus du pillage. Ce sont des pillages archéologiques, soit sur des sites archéologiques qui sont bien identifiés, qui sont répertoriés, ou de sites archéologiques qui n'ont jamais été explorés, qui sont peu connus parfois d'une population locale qui vit sur son territoire. Et c'est pour ça que c'est une perte d'information énorme pour la communauté scientifique. On identifie les contacts, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont des professionnels du marché de l'art. Donc on parle d'experts, de marchands, donc des galeristes, qui ont pignon sur rue, qui ont une très très bonne réputation. On comprend que leur commerce sont les lieux d'écoulement de la marchandise que la cible ramène tous les mois depuis la Bulgarie. Et on continue nos investigations, on remonte le temps et l'espace et on s'aperçoit que en fait, les objets qui sont destinés au marché français proviennent pour une partie de la Bulgarie, mais pour une autre partie de la zone frontalière, la Turquie, et au-delà, la Syrie, l'Irak. On fait appel à des sachants, à des experts en numismatique. Ils sont capables de leur donner une valeur financière, ils sont capables de leur donner une époque de fabrication, et parfois même une zone de provenance. Et donc on remonte la piste entre la France, qui apparaît comme finalement le point final d'écoulement de la marchandise par ce réseau, qui est dirigé par deux frères, et qui font ça depuis des années et des années et des années. Cette affaire, elle a permis d'établir qu'on avait un flux constant de pièces de monnaie qui arrivaient en France, des pièces de monnaie antiques, et donc qui étaient de provenance illicite depuis une vingtaine d'années. Donc ça a permis d'assurer aussi des revenus financiers constants au groupe criminel qui disposait d'une multitude de mules pour transporter la marchandise à travers toute l'Europe et voire au-delà, et vendre cette marchandise dans des commerces qui avaient le droit d'exercer, quoi. L'affaire, en apparence simple, est en réalité beaucoup plus complexe. Les intermédiaires sont nombreux et pour les enquêteurs, dénouer les fils des responsabilités est tout sauf une sinécure. Ce réseau, il fait lui-même appel à un autre réseau, comme une sorte de prestataire, pour faire venir la marchandise pillée en Turquie, en Irak, en Syrie ou ailleurs, vers la Bulgarie, pour tout regrouper et ensuite écouler la marchandise dans divers pays d'Europe. Donc ce sont des alliances de fortune qu'on retrouve régulièrement en matière de criminalité organisée. En fait, au départ, on en suit deux. Il y en a un premier qui est sur l'est de la France et il est très très difficile à travailler. C'est quelqu'un qui est méfiant et on apprendra plus tard que c'était quelqu'un qui avait travaillé pour un service de renseignement du bloc soviétique, qui était extrêmement affûté et qui prenait beaucoup de précautions pour son business. La deuxième cible, c'est à la fois une sorte de mule et d'indépendant. C'est quelqu'un qui connaît très très bien la numismatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi par les gens qui dirigent ce réseau. Il connaît la valeur des pièces antiques. Il est capable de les négocier auprès d'experts français, de marchands français. Donc il ne va pas se faire rouler. Il va essayer d'obtenir les meilleurs prix pour ses pièces de monnaie, ce qu'il fait très bien. Après plusieurs mois d'enquête, c'est le dénouement. Les policiers ont ciblé la mule et profitent d'un de ces voyages pour intervenir. On sait que notre cible revient à Paris, chargé, on l'interpelle à Paris, on déclenche une série de perquisitions, on va arrêter experts et marchands qui sont impliqués dans cette affaire. On fait 3 interpellations, on déclenche 6 interpellations en Bulgarie. Dans les jours qui suivent, 11 autres interpellations en Bulgarie, 6 personnes en Turquie. Et entre la France, la Bulgarie et la Turquie, on réussit au total à saisir environ 4000 objets et pièces de monnaie antiques. Certains objets et certaines pièces sont très rares. Les protagonistes de cette affaire ont été jugés en France, en Turquie et en Bulgarie. Les éléments retrouvés en perquisition par les agents de l'OCBC ont alimenté les enquêtes dans chacun de ces pays et permis la condamnation des trafiquants. On a volé une part de l'histoire. Alors c'est encore pire de savoir qu'on a volé l'histoire d'une population quand elle subit les ravages d'un conflit depuis des années, des décennies. C'est effectivement donner un sens à notre travail que de protéger le patrimoine de l'humanité, notre bien commun. Ça a un sens
Ce qui donne un sens aussi, c'est de savoir que dans ces réseaux criminels, on a des gens qui sont extrêmement affûtés, organisés, mais qui sont également connectés à d'autres réseaux qui exercent d'autres activités criminelles, qui blanchissent de l'argent, qui font du trafic d'armes, voilà. Donc on voit apparaître régulièrement dans ces enquêtes des personnes qui connaissent rien à l'histoire, qui s'adonnent à d'autres activités criminelles, et qu'il faut également mettre hors d'état de nuire. Police, le podcast, une émission à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion.